Bonjour, mon nom est Richard. Ça me fait plaisir de vous présenter deux grandes nouveautés, soit les coopératives de propriétaires et notre développement de mini-maisons, qui sera le premier développement urbain de mini-maisons au Canada. Ça fait quand même 3 ans passés que la Fédération des coopératives d'habitation travaille à développer le principe des coopératives de propriétaires. Et de mon côté, je vous dirais que ça fait bien 4 ans que je travaille sur le développement de l'idée d'un quartier de mini-maison ici à Sherbrooke. Alors donc, ça me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Les coopératives, écoutez, tout le monde se sert d'une coopérative. On n'a qu'à penser au transport, le taxi coop, les caisses populaires, l'agriculture. Les plus vieux s'en rappelleront peut-être pas. Mais Coopsco, qui est le regroupement de toutes les coopératives scolaires, de fournitures scolaires dans les cégeps, les universités. Évidemment, la Fédération des coopératives d'habitation. Juste dans l'Estrie, il y a quand même 1800 logements qui sont en coopérative de locataires. Donc, on parle quand même d'un élément majeur dans le domaine. Les coopératives, on s'en sert tous, on s'en sert depuis longtemps. Les coops, quelle est la différence entre une coop et une commune? Là, les plus vieux vont se rappeler, par contre, qu'une commune, c'était, on sait partout. Tout appartient à tout le monde. Tu me passes ta femme, je te passe mon chum. La vie est belle. On n'est vraiment plus dans ça. Donc, une coopérative, ça a principalement comme objet de faciliter à ses membres l'accès à la propriété ou à l'usage d'une maison ou d'un logement. C'est des gens qui vont se regrouper sous une forme légale qui s'appelle une coopérative. Donc, quand vous allez, tout le long de la présentation, quand je dis, ça, c'est appartient à la coop, oubliez pas que la coop, c'est vous, c'est le membre, c'est vous. Il n'y a pas de propriétaire extérieur autre que les membres eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui vont mettre en commun des éléments qui les unissent pour se créer une communauté. Les valeurs coopératives, c'est quoi? On parle de démocratie, d'entraide, d'équité, d'égalité, d'autonomie. Moi, je vis dans une coop à Sherbrooke et c'est génial parce que je connais à qui appartient chaque voiture. Si je vois quelqu'un qui n'a pas d'affaires sur une barre d'une voiture, je vais lui poser la question. Les enfants courent dans la cour, s'il se passe de quoi, il y a beaucoup d'adultes qui vont toujours avoir un œil dessus. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, il y a toujours un voisin qui est prêt. On connaît tout le monde, on salue tout le monde, on n'est pas nécessairement des grands amis avec tout le monde, mais tout le monde se respecte, tout le monde se côtoie avec vraiment beaucoup de civisme et pour la majorité avec beaucoup de plaisir. Il faut se rappeler qu'une coopérative, c'est d'abord et avant tout un choix qui est heureux, mais c'est un choix qui est volontaire. Donc, il n'y a pas de vendeur de coopérative. On vous présente un projet, c'est un milieu de vie, c'est plus que juste dire je prends un logement ou j'achète une maison, c'est de choisir un milieu de vie communautaire. Donc, ça doit être fait sur une base absolument volontaire. Une coopérative d'habitation, comme je disais tantôt, c'est ses membres. Donc, puis il y a autant de règlements que de coopératives. Une coopérative, c'est ce que ses membres veulent bien que ce soit. Donc, je vous lance à la limite, une coopérative pourrait être juste des gens qui trippent sur les grosses voitures. Une autre coopérative pourrait être juste des gens qui trippent sur le naturisme. Donc, une coopérative, c'est ce que ses membres vont décider que ça va être. Okay? Donc, c'est eux autres qui établissent les propres règles de vie de leur communauté. Ici, on arrive à un point particulièrement important. Non. Quand on parle d'une maison ou d'une hypothèque régulière une maison, un bâtiment se divise généralement en 3. L'usage, le corps et le fruit. L'usage, donc, je suis l'utilisateur exclusif, j'ai les droits exclusifs de propriété, de l'usage de ma maison, j'y vis, c'est moi qui décide. Le corps, là on parle de la bâtisse, le J-Proc, le 2x4. Puis ça, c'est vraiment juste un élément physique. Et le fruit, c'est les profits, le jour où je décide de vendre ma maison. Donc, la différence entre une maison régulière, une hypothèque régulière, et une coopérative de propriétaires, c'est que dans ce cas-ci,
Vous achetez l'usage et vous achetez le fruit. Mais le corps, la bâtisse elle-même, reste une copropriété entre le membre et la coop. Et je vous rappelle que la coop, ce sont les membres. Oui? Donc, vous êtes copropriétaire de votre maison, oui, mais vous êtes copropriétaire de tout ce qui se trouve sous l'enveloppe de la coop. Oui? Comment fonctionne le projet spécifiquement? La fédération a une fondation. Cette fondation-là a du capital patient. Et c'est eux qui achètent le terrain et qui vont le céder, lentement mais sûrement, à la coop en devenir. Tout ce qui se construit, piscine, parc, maison, appartement, peu importe ce que c'est, va appartenir à la coop. Donc, tout ce qui est physique appartient donc à la coop. Et chaque membre achète donc l'usage et le fruit d'une unité d'habitation à l'intérieur de cette coop-là. Donc, vous achetez l'usage exclusif et vous achetez le profit le jour où elle se vend. Point encore très important, on dit vous achetez le profit, on travaille fort, moi je suis bénévole, la fédération est un SBL, on travaille fort pour créer une habitation abordable. Parce que c'est d'abord et avant tout l'abordabilité qui est le point majeur de notre coop. Donc, pour développer ça, on fait des pieds, des mains, on enlève les profits partout où ça se fait. Mais notre objectif n'est pas de faire tout ce travail-là pour que quelqu'un vienne faire 100 000 de profit dans 2 ans sur le travail qu'on fait. Donc, on veut que l'abordabilité qu'on fait aujourd'hui, on veut qu'elle reste dans le temps. Donc, la coopérative de propriétaires se met à l'abri de la spéculation. On prédéfinit nous-mêmes d'avance quelle sera l'augmentation de la valeur des maisons. L'indice qui est en train de se créer est un indice relativement proche du coût de la vie. Donc, on parle de plus ou moins 2% par année. Ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, on a une maison abordable et dans 10 ans, si vous décidez de la vendre, vous allez faire un profit, mais elle reste encore abordable pour le suivant qui va venir. Donc, ça, c'est ce qui définit très, très, très bien qu'est-ce que c'est une coopérative usufruit, hein, où on achète l'usage et le fruit. Donc, où se trouve notre site? Le terrain est, pour ceux qui sont un peu familiers avec la région de Sherbrooke, dans l'est de la ville, dans le quartier de Fleurimont. On est proche de l'angle, je dirais, King-Galt, chemin du Plessis, qui est la suite de Galt. Et c'est un secteur qui est présentement en développement majeur. Le siège social de Desjardins s'installe là, 2 pharmacies majeures, 2 épiceries, CLSC, école primaire, des restaurants, des magasins, tant que vous emboulez sur la rue King. Puis malgré tout, on est tout proche, si vous regardez dans le haut, de l'autoroute 610. Donc, un accès facile à l'autoroute pour aller n'importe où. On a aussi l'avantage que notre terrain est enclavé. On parle ici d'un terrain de plus ou moins 700 000 pieds carrés. Un petit peu plus d'ailleurs que 700 000 pieds carrés. Spécifiquement, ça veut dire quoi? Vous voyez que notre terrain est enclavé. Il y a déjà des maisons qui sont sur du Plessis. Notre terrain est à l'arrière de ça. La rue que vous voyez en bas, qui est la rue des Semailles, était en développement à ce moment, au moment où Google Maps a pris la photo. Mais maintenant c'est développé. Il y a des maisons sur cette rue-là. Et je vous dirais que plus de 50% des 700 000 pieds carrés et plus qu'on a va demeurer en zone de conservation, va demeurer de la forêt. Donc les amateurs de raquettes, de ski de fond, de marche en forêt vont toujours être à côté d'un parc naturel. Ce qui lui-même est adossé en ce moment à un boisé immense en partie érablière. Donc on va toujours avoir une section entièrement naturelle on va essayer de garder tout le tour dans le fond, d'avoir des arbres autour de nous partout. Le développement se fait en fonction de la topographie du site. Donc, on va vivre avec le site tel qu'il est fait, que ce soit les rocailles ou les roches.
Donc, ça va être un aménagement extrêmement naturel. Il ne faut surtout pas penser que vous allez voir là des rues droites comme les rues voisines. Ce qui est absolument pas le cas. Donc, ça, c'est le site même. Alors, remarquez bien quand vous voyez la rue des Semailles et la sortie à gauche, qu'on voit les deux lignes rouges qui tombent sur Duplessis. Tout à l'heure, quand on va voir les cartes, ça va vous positionner mieux. Le concept, c'est connu aux États-Unis, surtout dans des quartiers, je vous dirais, un peu plus huppés, malgré tout, moins au Québec. Mais c'est ce qu'on appelle les pocket neighborhoods, les pochettes d'habitation. Donc, l'ensemble de notre site qui fait environ 1 kilomètre de long par un peu plus d'1,5 kilomètre de large va être divisé en pochettes d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas dans la rue. Vous sortez de chez vous sur un jardin, sur un parc, sur un sentier, sur une allée. Les voitures sont mises en retrait dans des stationnements communautaires. Quelques maisons vont avoir la possibilité d'avoir un stationnement sur leur terrain, mais c'est vraiment une minorité, mais il y a quand même cette possibilité-là qui existe. Pour les autres, on va vraiment parler de pochettes comme ça. Et puis cet exemple-là, qui est un projet de Russ Chapin aux États-Unis, qui est probablement le père des Pocket Neighborhoods américains, donne une excellente idée. Maintenant, c'est sûr que nos maisons étant plus petites, il va y avoir légèrement plus d'espace entre les maisons. Ça, c'est le tout premier jet qu'on a fait du développement de notre site. Pourquoi je vous montre celui-là? En ce moment, on a un plan évidemment avancé, mais on est en première négociation avec la ville, tout s'avance très très bien. D'ailleurs, je vous le dirais qu'à date, tout est extrêmement positif. Avec la ville, on n'a pas de raison de croire que ça ne fonctionnera pas du tout au moment où on se parle. Tous nos contacts en politique, administratif ou à l'urbanisme, tout se porte bien. Donc, on voit l'entrée à gauche, qui est la rue des Semailles, et la rue qui ressort sur le chemin du Plessis, que je vous montrerai tantôt. Tous les autres éléments, les autres rues que vous voyez, ce sont des chemins privés. Ce ne sont pas des rues municipales. Et donc, vous voyez que c'est des pochettes. Notre objectif, c'est que la voiture, pour nous, ça sert à rentrer et à sortir du site. Mais un coup qu'on est sur le site, on veut plus développer un réseau de sentiers. Un réseau, on va prioriser le transport à pied, à vélo. Donc, entre les pochettes, il va y avoir évidemment aussi un parc central avec un bâtiment communautaire, terrasse, terrain de jeu, possiblement une piscine. Donc, tout ça va s'installer dans un parc central. Et chaque pochette on va créer des sentiers pour s'en aller vers cet élément central-là. Il va évidemment avoir des sentiers qui vont aller dans le bois, puis Dieu sait qu'on a de la forêt. Dans ce cas-ci, la forêt se trouverait à être tout le bas, en bas de la photo et à droite, en remontant. Donc, c'est le concept des Pocket Neighborhoods. Comme vous pouvez voir, ça ressemble absolument pas à un développement droit standard de rue de banlieue. Les maisons. Ah, voilà. Ça fait longtemps qu'on me dit, mais ça ressemble à quoi? C'est fait comment? Vous le voyez en ce moment. Ce sont nos maisons. C'est vraiment la distance, la grandeur, l'échelle, la grandeur du terrain de chacun. Vous le voyez bien, de 10 mètres sur 20. Vous voyez, dans la cour, il y a amplement d'espace pour un patio, un spa, un jardin, un cabanon. Et vous avez un espace raisonnable entre les maisons. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un mur de maison qui n'a pas de fenêtre. Donc, le mur qui donnerait sur la cour ou l'espace privé de votre voisin, ce mur-là, il n'y aura pas de fenêtre. Donc, ça garantit l'intimité de votre voisin. C'est donc vrai pour l'autre voisin d'à côté de vous qui va garantir votre intimité quand même à vous, à l'intérieur de ça. Vous voyez qu'on va prioriser beaucoup plus l'espace commun. Oui, c'est un peu moins d'espace privé, mais beaucoup plus d'espace commun. On essaie de travailler pour que tout le projet, que le prix de base soit à partir d'environ 100 000 $.
Donc, incluant la maison, les taxes, les infrastructures, tout. Pour ça, il faut qu'on se limite, je vous dirais, autour d'environ 110 $ le pied carré, en termes de production. Mais pour arriver à ce montant-là, évidemment, il faut qu'on essaie de rester le plus carré possible, le moins d'angles, de pignons, de tourelles, de choses comme ça, qui ferait augmenter le prix. Nos inspirations, quand on a commencé le projet, ça c'était une inspiration. Encore une inspiration. Vous voyez qu'on parle toujours d'angle droit, de modèle plus carré. Là, on commençait vraiment à s'avancer. Et ça, c'est vraiment le modèle qui a été la base là, de l'inspiration au niveau des créateurs. Le format des maisons, on parle de 16 par 30. Donc, c'est amplement grand pour faire un 3,5 au rez-de-chaussée, mais ça nous donne aussi la possibilité de créer une mezzanine ou même un deuxième étage en mansarde, puisque nos plafonds ont 21 pieds de haut. Ça veut dire quoi en mansarde? Bon, ici, ce ne sont pas nos maisons pour le petit quartier, mais ça vous donne clairement une idée de ce que veut dire une mansarde, donc le demi-mur de 4 pieds et le plafond cathédral en haut, qui donne un espace de vie. Maintenant, quelqu'un qui a juste une mezzanine ou qui a juste le 3,5, donc vous avez une idée claire de qu'est-ce que c'est la hauteur que vous avez. Donc, même si, oui, on parle de 16 par 30, 480 pieds carrés global, beaucoup d'espace en hauteur. Donc, ça nous donne aussi de l'air. Là, on tombe dans nos vraies photos. Ça, c'est vraiment le petit quartier. Et je vais vous demander de bien regarder les détails. Parce que tout à l'heure, quand je vais vous montrer des plans, ben, vous allez être capable de localiser tous les éléments que je vous montre. Que ce soit comme dans ce cas-ci, les escaliers, le garde-robe, on voit la porte de la chambre de bain, le rangement sous l'escalier. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'imaginer plus clairement sur le plan. Cuisine, donc vous voyez avec la porte de la chambre à l'arrière. À gauche, vous voyez une porte qui donnerait sur un patio extérieur. Cette porte-là est une option de base. Dans le prix de base, on inclut, ça serait pas inclus. Maintenant, on va vous montrer un autre élément, la salle de bain. Vous voyez que tout est inclus tout est fait pour qu'on puisse rentrer des électros standards. Tout est fait avec design. Puis, je ne sais pas si vous êtes fait comme moi, mais moi, j'ai souvent écouté des émissions, que ce soit Décor ta vie, Pimp mon garage, Design VIP, peu importe où, on voit des designers faire des affaires géniales. Là, on se dit, je vais-tu être capable un jour, moi, d'avoir quelqu'un, designer de même, venir travailler sur ma maison? Félicitations. Ici, on a une de ces designers-là, Marie-Hog, qui travaille entre autres sur l'émission On décore ta vie. Et c'est elle qui a fait le design de nos maisons. Et ça se voit à plein de détails. Si on regarde des détails architecturaux, que ce soit au niveau des lavabos, des choix d'armoires, ces choses-là. Okay? Elle a fait vraiment un travail génial. Vous voyez ici un cas où, pour ceux qui voudraient avoir que des chambres en haut, puis le rez-de-chaussée entièrement ouvert. Et donc, ça vous donnerait une bonne idée de cet aspect-là. Si on regarde au niveau des plans même, il y a donc 3 possibilités d'aménagement pour les rez-de-chaussée et 3 possibilités d'aménagement pour le haut, soit en mezzanine ou en deuxième étage complet. Ici, on a le plan qui présente donc le 3,5 rez-de-chaussée seulement, donc pas de rien en hauteur. Donc à l'entrée, vous voyez, il n'y a plus d'escalier, on parle d'un garde-robe, d'un garde-manger. Et là, vous remarquez les 2 portes de garde-robe qu'on vous montrait tout à l'heure, la cuisine, la chambre de bain. Donc vous pouvez être capable de mieux visualiser ces éléments-là. De base, il y a, exemple, dans la chambre, une fenêtre. Mais ça pourrait être une porte. Il y aurait la possibilité de rajouter d'autres fenêtres, exemple à la tête du lit. Et donc, il y aura des options qui pourront s'ajouter à chacun. Mais si on voit le 3,5 de base. L'autre possibilité, quelqu'un qui veut faire quelque chose au deuxième,
va devoir avoir l'escalier. Donc là, vous voyez l'escalier, vous pouvez figurer le petit rangement qu'il y avait en dessous, tout ça. Et pour le reste, tout l'aménagement reste la même. Troisième possibilité, c'est quelqu'un qui dit, moi je ne veux que les chambres en haut, je veux le rez-de-chaussée ouvert. Si on regarde la grande fenêtre qui est à côté de la table, rien n'empêche que ce soit des portes françaises ou que ce soit une porte patio. Si on prend la fenêtre qui est au bout, à droite, à côté du réfrigérateur, rien n'empêche que ce soit une porte qui est là. Donc, il y a quand même beaucoup de variables possibles à l'intérieur des plans. Ici, on arrive au deuxième étage. Deuxième étage, donc, la première possibilité, c'est de n'avoir qu'une seule et grande mezzanine. Une grande pièce qui peut être un bureau, une chambre, une salle de familiale, ce que vous en voulez. Et donc, ça, c'est la version la plus simple d'avoir une grande mezzanine au deuxième. L'autre choix, c'est d'avoir une chambre fermée sur cette mezzanine, puis garder une section mezzanine. Donc, ça permet d'avoir une petite section mezzanine où on peut faire un bureau, une salle de lecture. Je vous parlais tout à l'heure de des possibilités de changement. En ce moment, on voit un rangement à côté de l'escalier qui donne avec une porte sur la mezzanine, mais rien n'empêcherait que des portes de garde-robe soient dans la chambre pour rentrer dans ce rangement-là pour faire un plus grand garde-robe. Donc, il y a possibilité d'aménager les plans que vous voyez. Troisième possibilité de deuxième étage, les deux chambres entièrement fermées au deuxième. Donc ça vous donne vraiment un 5,5. Donc vous avez la possibilité d'avoir une chambre en bas, deux chambres en haut. Donc on peut voir donc plusieurs modèles, que ce soit 3,5, 4,5, jusqu'à un 5,5. Évidemment, je dois remercier Marie, notre designer qui a travaillé là-dessus, mais il y a aussi A3 Design. C'était deux jeunes technologues en architecture ici à Sherbrooke qui ont démarré leur entreprise. Et ça a été vraiment... Tu sais, parfois, il faut se faire rappeler qu'il existe un code du bâtiment, puis que ce qu'on a comme rêve, puis comme vision dans notre tête, quand on l'applique, il faut penser à toutes sortes de choses, et A3 Design ont été vraiment géniaux pour nous aider à ce niveau-là. Alexandre et Amélie, je les recommande chaudement à quiconque aurait besoin de technologue architectural ici à Sherbrooke, ou partout en Estrie. Donc, vous dites, c'est le fun, hey, ça me tente, j'aime ça, ces petites maisons-là, c'est beau, l'idée de beaucoup de nature, beaucoup de verdure. Bien, je vais vous demander de répondre à 4 questions. Puis ça, vous répondez pour vous-même, pas pour moi, mais c'est ce qui va vous, pour être sûr que vous êtes vraiment intéressé et prêt aussi à vous joindre à un projet comme le Petit Quartier. La première, c'est, est-ce que je suis prêt à vivre en coop? Vivre en coop, c'est d'avoir un chez-soi tout à fait à soi, privé, ou est-ce qu'on en a envie, mais c'est aussi accepter qu'on est une communauté, que les décisions peuvent être communautaires. C'est aussi d'accepter de s'impliquer, c'est d'accepter d'aider. On peut demander de l'aide, on peut aider, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de trocs qui se passent à l'intérieur d'une coop. Donc, ça, il faut être prêt à vivre l'élément coopératif. Et je vous invite à lire sur les sites de la Fédération des coopératives d'habitation pour vraiment comprendre ce que veut dire vivre dans une coop. Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à vivre en mini? Ça, c'est une grande question. Bon, c'est sûr que il y a un petit côté fantasme, c'est coquet, on dirait un petit château de princesse, ou tu sais, une petite maison de poupée, mais vivre en mini, ce n'est pas d'essayer de prendre la maison et de l'adapter à notre mode de vie, c'est d'adapter notre mode de vie au mini. Si madame veut conserver ses 83 paires de souliers et ses 12 manteaux d'hiver, puis que monsieur veut conserver sa collection de 8000 bandes dessinées puis ses 27 coffres d'outils, et peut-être qu'ils sont pas prêts pour le mini. Vivre un mini, c'est plus que juste dire je vis dans une petite maison. C'est un choix de vie de gens qui vont préférer consommer moins,
Quand on rentre quelque chose de nouveau, généralement, dans une mini-maison, on sort quelque chose. Hein, l'espace est toujours compté. J'ai toujours dit que vivre en mini, c'est l'art absolu du compromis. Donc, on doit tout le temps évaluer, j'achète ça, est-ce que je n'ai vraiment besoin? Puis l'espace que ça va prendre, qu'est-ce que je vais être obligé de changer ou de sortir pour le rentrer? Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui a la pensée, qui vit de façon minimaliste, qui est pour la simplicité volontaire, la baisse de la consommation durable, va généralement s'adapter très facilement à la mini. Quelqu'un qui pense plus en fonction de c'est ma maison, moi, homme, je veux faire ce que je veux, puis peut-être que ça ne sera pas la bonne place. Mais il faut vraiment réfléchir. Est-ce que je suis prêt à dire, hey, je vais vivre avec un espace qui est pas illimité, qui est même limité, puis que j'ai des choix à faire constamment? L'autre question que vous allez devoir vous poser, est-ce que je dispose d'un montant? On parle pour la maison de base d'environ 7 000 $, qui peut être de comptant, de REER qu'on va rapper, mais faut-il avoir un minimum de comptant pour pouvoir penser à acheter même une mini-maison? Et est-ce que j'ai la capacité financière d'obtenir une hypothèque? Moi, je recommande à tout le monde, avant de démarrer dans le rêve et de dire oui, ça me tente, go, allez voir votre banque. Puis, mentionnez pas de projet, rien. Dites, hey, ça me tente de regarder pour acheter une maison. Tu pourrais-tu me faire une lettre pour me dire quelle valeur de maison, en fonction de mon portrait financier, quel montant je pourrais avoir en termes d'hypothèque? Et vous allez voir si vous avez une possibilité d'hypothèque, et de combien. Ça évite de se créer des envies, puis de travailler, puis d'impliquer dans le projet, pour se rendre compte que, oups, regardons ça, je passe pas. Okay? Donc, c'est quand même quelque chose qui est préférable à faire au début. Ben, vous dites, hey, moi, c'est oui. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante? Appliquer. Mais oui, appliquer. La façon dont fonctionne une coopérative, surtout à son départ, comme ça, on est en train de la créer, il va se créer un groupe porteur. Un groupe porteur, dans notre cas, c'est environ, on pense faire autour de 20 membres. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, il y a 15 personnes qui sont des acheteurs intéressés, qui forment ce groupe porteur-là. Ces gens-là ont, oui, le passe-droit, mais ont l'avantage génial c'est eux autres qui vont façonner la base de la coopérative. C'est eux autres qui ont choisi le terrain. C'est eux autres qui ont choisi le style des maisons, qui ont dirigé, qui ont assuré les plans de maison, qui commencent en ce moment à travailler sur les règlements, qui vont voir à leurs finances, parce que dans le fond, c'est quoi? Une coop, on le disait tantôt, c'est un groupe de gens qui se mettent ensemble et qui sont autonomes. Et donc, c'est eux autres qui doivent autant gérer leurs finances, leur conseil d'administration. D'ailleurs, le conseil d'administration est une obligation légale, mais c'est eux autres qui vont tout créer. Parmi ces éléments-là, il y a un comité qui s'appelle sélection des membres. Parce que, bon, ils vont définir, on peut évidemment pas dire, je veux pas de faire de la ségrégation en fonction de la race, de la couleur, de la religion ou tout ça, mais on peut définir un style de vie. On peut définir, ben regarde, nous autres, à date, là, on est tout du monde passablement pro-environnement, pro-recyclage, compost, puis on voudrait essayer de voir que ce soit des gens qui ont cette tendance-là. Mais à la limite, une coop, on se disait tantôt, une coop, c'est ce que les membres veulent bien en faire. Il n'y a rien qui empêcherait de dire, nous autres, on veut faire une coop de naturistes, ou une coop de collectionneurs de timbres. Donc, c'est vraiment ce qu'on faire, c'est quoi qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui vont
être plutôt impliqués? Est-ce qu'on veut des gens qui ont une vision sociale? Est-ce qu'on veut des gens qui ont une vision environnementale? Donc, il y a un profil qui va être fait et il y a un comité de sélection qui va devoir rencontrer les gens qui appliquent. Puis, un coup que ces gens-là sont acceptés, ben là, eux vont embarquer dans le processus avec les membres du groupe porteur pour s'impliquer dans un comité. On a besoin de tout, ça prend de tout pour faire un monde. Hein? Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, je suis comptable, je peux apporter des éléments de votre comité finance. Je suis un horticulteur, je peux aider pour les plates-bandes. Je suis, bon, tu sais, en quelque part, il y a toujours la question, c'est qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous allez apporter à notre communauté? Et puis, qu'est-ce que notre communauté va pouvoir vous apporter à vous? Je parlais tantôt du comptable et des finances. C'est un aspect extrêmement important. Combien de fois on voit ça dans des condos où les frais communs, on a des très petits fonds de réserve, puis tout le monde est bien heureux. Mais au bout de 10, 15 ans, 20 ans, oups, le toit coule. Là, on parle d'une grosse bâtisse, puis ça coûte 47 000 à refaire le toit, mais on ne l'a pas prévu. Ben là, tout le monde est obligé de cracher le gros morceau. Donc, d'avoir des finances saines, ça empêche de ce genre de situations-là qui sont justement à un potentiel de conflit. Donc, ça permet aux gens d'avoir une saine gestion de compte. Idéalement, on va être capable d'agir sans que personne s'en rende compte avant que le toit coule, puis sans avoir à faire des gestions de crise. Oui. C'est dans cette optique-là. Je vous dirais donc, au moment où on se parle, il y aurait probablement encore de la place pour 4 ou 5 membres au niveau du groupe porteur initial. Donc, si ceux qui sont vraiment prêts, la coop en soi, les documents légaux ont été signés. C'est tout parti d'ici environ, je vous dirais, avant la mi-novembre ou environ, la coop va officiellement et légalement exister. Il va devoir se créer un conseil d'administration provisoire qui va gérer. Évidemment, on n'a pas de maison, mais on a des subventions, on a des comptes à payer qui vont commencer. Fait que, il va y avoir, oui, un petit peu de gestion qui va s'installer. Donc, ça vous donne une assez bonne idée de ce qui sera le projet Le Petit Quartier. En termes d'occupation, bon, en ce moment, comme je vous disais, on va présenter à la ville au fin novembre environ. Les vraies négociations vont s'entamer autour de la fin novembre. Avec la ville, si tout va bien, je vous dirais que fin février, début mars, on devrait tout avoir nos accords réglés. Il va rester évidemment le ministère de l'Environnement qui peut nous amener parfois, je vous dirais facilement, jusqu'à la fin de l'été. Donc, vers la fin de l'été, on devrait être en mesure, ou à l'automne, au début de l'hiver, donc en mesure de commencer les travaux d'infrastructure, les rues, les égouts, ces choses-là, pour que les maisons puissent se construire début mai pour une occupation à partir de mai. Mais il est prévu que toutes les maisons, environ 75, seront construites dans le même été. Donc, tout le monde va arriver en même temps à l'intérieur de la coop. Eh bien, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, gênez-vous pas. Vous pouvez voir aussi que vous pouvez parler à travers soit la page Facebook Tania Sonestry ou notre page web coopdepropriétaire.com. Vous pouvez aussi nous joindre pour poser vos questions en tout temps. Ben, je vous remercie infiniment. Au revoir.